Bonsoir à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Nous sommes le jeudi 18 juin 2020. Bienvenue dans votre émission sur la maladie à coronavirus. Ce soir, nous avons comme invité Dr Mamesile Asiele, la directrice générale de CAMEG. Avec l'invité, nous allons passer au PFS ce thème Covid-19 au Togo, près des 2/3 des malades guéris. Bonsoir, docteur, et merci d'être là. Bonsoir, monsieur Mathieu. Alors, d'entrée de jeu, il vous en souvient, le mardi 16 juin dernier, le Togo a enregistré 36 nouveaux guéris, bilan record quotidien depuis l'apparition, bien sûr, de cette maladie à coronavirus au Togo. D'entrée de jeu, votre réaction par rapport à ce score-là, 36 nouveaux guéris en une journée? Merci beaucoup. C'est une excellente nouvelle pour nous tous d'observer ce nombre de nouveaux guéris le mardi passé. Et c'est aussi l'occasion de féliciter, d'encourager le corps médical, le personnel soignant dévoué à soigner la population, à lutter contre cette maladie. Et c'est également l'occasion d'encourager les uns et les autres à prendre soin d'eux, à respecter les recommandations en termes de mesures barrières, mais également d'attitude à tenir quand on se sent malade, quand on présente des signes suspects, pour une prise en charge rapide. Une prise en charge rapide augmente le taux de guérison. Donc, il est important que soi-même, nous puissions dépasser les problèmes de stigmatisation qu'on a connus au début de la maladie et se présenter, en tout cas prendre attache à travers le 111 pour une prise en charge adéquate à temps. Voilà. Une prise en charge rapide, ce qui veut dire que dès que la personne se sent un peu mal à l'aise dans sa peau, se fait consulter ou appeler le 111 pour dire qu'on est malade ou bien on sent les débuts de coronavirus. Alors, quel que soit le malaise qui dicte, le 111, en appelant le 111, il y a un protocole de questions qui est déroulé. Et quand la suspicion est forte, une équipe soignante est dépêchée pour pouvoir faire le prélèvement et assurer l'isolement du malade. Mais d'une manière générale, par rapport à la sensibilisation sur les signes qui doivent alerter, nous devons retenir la fièvre, les maux de tête, la toux, les maux de gorge. Pour certains, a été décrit la perte du goût et de l'odorat. Et pour ceux-là qui n'auraient pas fait attention à ces premiers signes, des problèmes respiratoires, donc d'insuffisance de respiration, doivent mener à contacter le 111 pour une exploration plus poussée. Justement, parmi les signes que vous avez cités il y a quelques secondes, on retrouve plus ou moins les mêmes signes chez celui-là qui souffre du paludisme. Et on est dans cette période, bien sûr, du paludisme. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être lieu de voir autrement, je ne sais pas, ou de ne pas confondre les signes de palu Covid-19? Tout à fait. C'est vrai, nous avons des signes communs, mais il faut reconnaître que par rapport au paludisme, nous avons des signes qui touchent la sphère respiratoire, donc notamment la toux et les maux de gorge qui ne sont pas du tout spécifiques au paludisme. Donc, c'est vraiment, tandis que la fièvre et les maux de tête sont des symptômes communs que partage la maladie à coronavirus avec le paludisme. Donc, il faut s'écouter et l'ensemble de tout ça, ne pas hésiter à appeler le 111 puisque l'appel est gratuit, ça ne coûte rien. Et donc, dans le déroulé, la prise en charge de celui qui a appelé, en déroulant les questions,
ceux qui sont dédiés au 111 sont en mesure d'apprécier si ils sont devant un cas de paludisme ou réellement un cas suspect qui doit être approfondi en ce qui concerne la maladie à coronavirus. Alors là, l'équipe se déplace vers le patient en question. Tout à fait. Mais ça crée souvent une psychose quand on voit les gens en blouse, tout ça là. C'est vrai que ce ne sont pas des... Dans les quartiers... C'est vrai que ce n'est pas, disons, des images auxquelles nous sommes habitués. Paradoxalement, c'est dommage que ça crée cette espèce de peur et de stigmatisation parce que les équipes habillées en équipement de protection individuelle devraient plutôt rassurer les uns les autres que les gens sont suffisamment bien protégés pour ne pas être contaminés et propager la maladie. C'est vraiment une perception de l'esprit que la panique autour du fait qu'une maison a été visitée par des personnes en équipement de protection individuelle et donc ça devient des pestiférés. C'est vraiment dommage. Personne n'achète la maladie, personne ne court au marché pour acheter une maladie, quelle qu'elle soit. Donc, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses de la vie et ça devrait plutôt amener à plus de solidarité entre les citoyens. À l'heure où nous parlons sur ce plateau, on a au total plus de 350 patients qui ont déjà recouru à la santé, qui sont bien sûr guéris de cette maladie à Covid-19 sur les 544. Est-ce à dire que la maladie dans tout son ensemble recule ou c'est la phase de stabilisation ou le pic qui est déjà passé? On peut parler d'une phase de stabilisation, mais ne pas commencer déjà à crier victoire par rapport à un recul de la maladie. Nous sommes en train de le suivre. La Chine est en train de reprendre des mesures de bouclage et de confinement face à la résurgence de la maladie dans certaines grandes villes. Donc, c'est pour dire que nous rappelons que la maladie n'était pas connue il y a 6 mois. Nous apprenons à la connaître. Nous sommes encore dans une phase de découverte de cette maladie-là. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas non plus crier victoire, comme quoi, avec les chiffres que nous avons aujourd'hui, donc la maladie est en train de partir. C'est trop tôt de le penser. La prudence est de mise, le respect des mesures barrières sont toujours de mise. Alors, le pays, le Togo, bien sûr, comptabilise aujourd'hui 178 cas actifs. Quels sont, bien sûr, les facteurs de ce recul? Quand, bien sûr, qu'on parle, bien sûr, de la stabilisation, il faut aussi dire que c'est un recul au niveau des chiffres des cas actifs. 178 contre 350, de plus de 350 patients guéris. Alors, nous devons nous féliciter au Togo pour la stratégie de surveillance et de dépistage qui permet de ratisser large dans toutes les préfectures avec les comités locaux de lutte et les équipes d'intervention rapide qui ont été mises en place au niveau de chaque district sanitaire. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que quand nous voyons l'historique de la maladie, quand on a commencé à la tracer depuis le 6 mars, nous avons eu un nombre important de cas à partir du moment où des pays limitrophes au Togo ont déconfiné et que des compatriotes sont revenus. Et donc, la stratégie de surveillance étant le dépistage systématique au niveau de ceux que nous appelons les voyageurs. Donc, ça a permis, en fait, de détecter vraiment en masse parmi les voyageurs ceux qui revenaient. Et comme ils revenaient en masse aussi, cela explique le nombre de cas élevés que nous avons eus. Mais maintenant, nous voyons bien que le flux des voyageurs est en baisse. Et quelque part, ça explique aussi le fait que le nombre de nouveaux cas soit également légèrement en baisse. Maintenant, nous abordons la phase qui est appelée la phase communautaire, c'est-à-dire des contaminations qui se font non pas par quelqu'un qui ramène la maladie d'ailleurs, mais entre nous, au sein de nos communautés, d'où cette nécessité que nous continuions à mettre en application les mesures barrières, parce qu'aujourd'hui, la maladie, elle est présente au Togo.
Elle est présente dans pratiquement tous les districts sanitaires. Et donc, il n'y a qu'un seul district sanitaire où la maladie n'est pas encore notifiée. Donc, considérons que la maladie est là. Et comme nous l'entendons dire partout, nous devons apprendre à vivre avec la maladie, tout en l'évitant. Voilà. La levée des mesures barrières, enfin, de certains cordons sanitaires à l'intérieur du pays qui permettra aux uns aux autres de faire des allers-retours n'est pas aussi peut-être un facteur qui peut, dans les jours qui arrivent, contribuer à la flambée des chiffres peut-être? Nous allons l'observer. C'est un risque nécessaire à courir parce que il faut aussi être en vie pour pouvoir mener ces activités, pour pouvoir mener des activités de développement. Et donc, il faut pouvoir s'alimenter, il faut pouvoir subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Et donc, on ne pouvait pas indéfiniment garder fermer nos frontières. On ne pouvait pas indéfiniment garder un certain nombre de mesures telles que le bouclage des villes. À un moment ou à un autre, on devrait arriver là. On l'a vu dans plusieurs pays qui nous ont précédés. Et donc, c'est un risque à courir. Et c'est aussi la seule voie pour apprendre à vivre avec la maladie. C'est progressivement que nous intégrons dans nos habitudes les mesures barrières telles que édictées, tout en reprenant tout doucement le fil de nos activités quotidiennes et en s'adaptant. Donc, c'est un passage obligé. Alors, la reprise de l'école et la levée de ces restrictions de mouvement avec les élèves ne risque-t-elle pas peut-être de faire repartir encore quand on sait que, bon, avec des élèves à l'intérieur des établissements, le contrôle peut être aussi strict, mais à part... Le risque est là et il nous revient de le gérer. Parce que, comme je le disais, la vie ne s'arrête pas, la vie continue. Nous avons besoin que nos enfants aillent à l'école, puissent passer en classe supérieure pour évoluer. La vie ne s'arrête pas parce que le coronavirus est là. Et donc, c'est dans ce sens que des mesures ont été prises à la réouverture des écoles avec les mesures de distanciation sociale qui sont appliquées. Donc, le niveau horaire des cours est revu, bien sûr, à la baisse pour permettre de prendre en compte tous les élèves. Tout ça, ce sont des sacrifices, je peux les appeler comme ça. Ce sont des sacrifices pour ne pas perdre l'année scolaire. Et donc, étant donné que les enseignants ont réfléchi à la manière de s'adapter pour pouvoir couvrir le reste du programme, des programmes scolaires. Étant donné que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par rapport à ça, pour nous, parents, pour nous, population, pour nous, élèves, nous devons aussi apporter notre part en évitant de contracter la maladie, donc en respectant les consignes qui nous sont données pour éviter au maximum la contamination. Donc voilà, c'est un effort de tout un chacun pour contribuer à limiter et apprendre à vivre avec la maladie. Justement, depuis la maison, quel doit être le devoir des parents dans le cadre de cette relance des cours il y a quelques jours? Alors, le devoir des parents s'étend. Si avant, c'était s'assurer que notre enfant a son sac, que ses affaires sont au complet, qu'il a son argent de poche, qu'il a sa bouteille d'eau et autres, maintenant se rajoute le masque. Le masque. Maintenant se rajoute le masque. Le masque en premier lieu. Le masque en premier lieu. Si c'est un masque en tissu, s'assurer qu'il est propre, qu'il a bien été entretenu la veille. En tout cas, que c'est un masque avec un masque propre que mon enfant quitte la maison. Pour ceux qui en ont les moyens, si les enfants peuvent avoir leur petit flacon de solution hydroalcoolique avec eux, c'est tant mieux. Sinon, sur le chemin pour aller à l'école, ils rencontreront suffisamment de dispositifs de lavage des mains. C'est assez répandu, et y compris à l'école. Donc, c'est vraiment que les parents sensibilisent les enfants sur le port du masque, sur le respect des mesures barrières, sur le fait que, nos vies changent face à cet élément qu'on ne connaissait pas il y a 6 mois. Nous sommes obligés de revoir notre manière d'aborder les choses au quotidien. Quand on essaie un peu de jeter un coup d'œil sur la courbe au Togo, est-ce que le scénario 0 cas de Covid-19 est-il envisageable?
Alors, pour le moment, aucun pays ne l'envisage. Donc, il y a peu de chances que le Togo soit dans cette logique de 0 cas, puisque, comme je le disais, je le rappelais, la maladie, elle est nouvelle. C'est maintenant que des informations sont engrangées, des informations sont collectées sur la maladie. On ne sait pas encore, on n'a pas encore trouvé le remède. Il y a plusieurs traitements qui sont proposés. Tout ça, c'est à l'étape expérimentale, mais on n'a pas encore trouvé le remède pour dire qu'on peut le guérir. Et on n'a pas encore le vaccin. En général, pour pouvoir éliminer totalement une maladie, c'est qu'on a le vaccin à disposition et qu'on vaccine le maximum de la population pour que la maladie ne puisse pas être propagée par contamination. Donc, nous n'avons pas encore de vaccin disponible. Donc, envisager 0 cas Covid serait étonnant. Voilà. Alors, on a vu la Chine qui a déconfiné quelques jours après. 1 mois, voire 2 mois, on revient avec plus de 100 cas, 20 de quelques dans la journée de ce 17-là. Est-ce que ça peut se passer aussi dans d'autres pays quand on essaie de voir un peu ce qui se passe en Chine? Oui, déjà, en termes de projection, plusieurs pays qui avaient été durement touchés, quand je prends par exemple la France, plusieurs pays ont fait des projections. Ils ont essayé de voir est-ce que, en déconfinant aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait un nouveau pic probablement. Pour certains pays, c'est le mois de juillet. Pour certains pays, prévoit un pic en septembre. Donc, en termes de modèle d'évolution de la maladie, aucun pays n'a exclu d'avoir à nouveau des pics de contamination du nombre de cas de Covid-19. Et compte tenu de comment la maladie évolue et du fait qu'on ne la connaît pas suffisamment, les pays sont prêts à ça. Et je pense que c'est ça qui explique aussi que la Chine a très rapidement pris les mesures dès que la progression a repris, parce qu'ils n'avaient pas fermé l'option de reprise de la maladie avec beaucoup de contamination. Ils n'avaient pas du tout exclu ça. Donc, ils s'étaient préparés à ce que probablement il y ait à nouveau un nouveau pic. Voilà. Au Togo, le pic est déjà passé ou par rapport à la courbe, nous avons eu le pic en avril. Le pic était lié au déconfinement des pays limitrophes. Et là, nous avons une diminution du nombre de cas. Maintenant, il faut espérer que avec la mobilisation, la sensibilisation pour le respect des mesures barrières, qu'on ne se retrouve pas à nouveau avec un pic qui serait peut-être beaucoup plus élevé que le premier. Mais toujours est-il que nous le voyons chaque jour, le nombre de cas évolue en dents de scie. Ce n'est pas une progression linéaire, ce n'est pas une diminution linéaire, c'est vraiment en dents de scie. Et donc, tout cela repose sur la capacité des comités locaux de lutte à repérer les voyageurs. Tout cela repose sur la collaboration de la population à signaler des voyageurs, en tout cas en termes de voyageurs, des gens qui n'habitaient pas dans le milieu et qui viennent d'y arriver, signaler pour pouvoir faire le dépistage. Tout cela dépend de la collaboration de ces personnes-là, de l'esprit de collaboration de ces personnes-là pour participer à la lutte contre la maladie en acceptant le dépistage, en acceptant le confinement. Et donc, tout le monde sur toute la ligne a son rôle à jouer. On peut dépister, mais les résultats ne sont pas disponibles immédiatement. Comment ça se fait après? On prend les coordonnées de la personne pour le joindre ou comment? Oui, les coordonnées de la personne sont enregistrées et ensuite, quand le résultat sort, les dispositions ont été prises, surtout quand le résultat est positif, parce que c'est vers les personnes positives qu'il faut rapidement prendre les dispositions pour que cette personne ne soit pas contagieuse et donc isoler la personne. Et maintenant, pour ceux qui sont négatifs, par le passé, beaucoup se sont plaints de ce qu'ils sont prélevés, mais ils n'ont pas de feedback. Donc, les dispositions ont été prises au moins pour informer les personnes qui ont été prélevées quand elles sont négatives, pour leur signaler qu'elles sont négatives, mais en même temps, sensibiliser, expliquer que ce n'est pas parce qu'on est négative. On est négatif à un instant T que ça signifie qu'on n'a pas la maladie. La maladie aussi, par rapport au mode de contagion, il faut un délai pour qu'on puisse être détecté positif. Donc,
on rappelle les précautions sur la période sur laquelle il faut respecter les précautions d'isolement et autres pour éviter, au cas où on serait positif, mais que l'analyse serait revenue négative dans un premier temps, de ne pas se retrouver à contaminer les autres. Donc, c'est un peu ça. Donc, les résultats, en général, sont disponibles dans les 24 heures. Dans les 24 heures. Ouais. Maintenant, pour cette personne-là qui a été dépistée, qui à terme est positive, enfin, le résultat positif, elle aurait déjà peut-être contaminé des gens à mi-chemin avant de... Tout à fait. C'est pour ça de que dans rentrer. le... Tout à fait, puisqu'elle ne se sait pas... Elle ne se Elle a savait pas identifié positive. ceux avec qui il était, les Voilà, cas contacts. Ça va c'est- être un peu délicat hein, pour un c'est voyageur en qui a fait quitté ça. Lomé pour se casser, par exemple. C'est en fait ça qui rend le travail très ardu et qui fait qu'on insiste beaucoup sur le respect des mesures barrières. Parce qu'une fois qu'une personne a été détectée positive, le travail commence à identifier quelles sont toutes les autres personnes avec lesquelles elle a été en contact. Et ça varie énormément. Ça va, moi, le chiffre le plus élevé que j'ai connu, c'est une personne positive. Quand l'équipe a travaillé avec elle pour essayer d'identifier les personnes avec lesquelles elle a été en contact, on s'est retrouvé avec 70 personnes en contact avec 70 personnes. une personne dépistée positive. Et toutes ces 70 personnes-là Wow. sont maintenant sous surveillance. Donc, C'est beaucoup, hein? c'est beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on insiste sur le respect des mesures barrières. En 24 heures, 70 personnes, lui aussi. Non, justement, parce que là, par exemple, aujourd'hui, on est jeudi. Oui, Supposons que c'est hier mercredi que j'ai été prélevé. oui. J'ai eu mon résultat jeudi. Nous savons, dans la littérature, c'est décrit que pour être positif, c'est qu'on a été en contact avec la maladie au moins 5 jours avant. Mhm. Donc, dans toute cette période, on cherche à savoir Ça fait avec... pratiquement 5, 6, voire 7 jours. Voilà. Donc, on sait sur toute cette période à savoir avec qui vous avez été en contact avant qu'on ne vous détecte positif. Donc, ce n'est pas juste une affaire d'une journée, mais c'est toute la période où on soupçonne que vous avez été positif et donc vous auriez contaminé des gens. Quand on trouve quelqu'un de positif et qu'on se rend compte que c'est parce qu'il était le contact d'un autre positif, c'est beaucoup plus facile parce que on retrace facilement la chaîne. Mais quand c'est impossible de retracer qui vous a contaminé, vous voyez bien la peine du personnel soignant à pouvoir détecter, à se dire, bon, vous n'avez pas voyagé, vous êtes resté dans votre quartier, mais vous êtes positif. Qui vous a contaminé pour qu'on puisse trouver cette personne et l'isoler pour éviter qu'elle continue à contaminer d'autres personnes. Donc, c'est toute cette charge de travail-là qui fait que aujourd'hui, l'aspect communautaire de la maladie, tel qu'on le dit, c'est-à-dire des cas qui n'est pas possible de rattacher à des voyages, à des mouvements, c'est ça le danger en fait. C'est pour ça qu'on insiste pour dire l'épidémie est toujours là. On a levé le bouclage des villes, on a permis à nouveau que le déplacement puisse se faire dans les régions et autres, mais vous remarquerez en dehors de l'école qu'on n'a pas levé les restrictions au niveau des regroupements. Les regroupements, c'est toujours maximum 15 personnes. Les lieux de culte ne sont pas ouverts. Les lieux de distraction ne sont pas encore ouverts. Les frontières ne sont pas encore ouvertes. Donc, c'est tout ça qui explique qu'on prenne des précautions et qu'on aille progressivement. Et il faut, pour nous, citoyens, population, que nous participions à cette lutte en respectant les mesures barrières. On ne sait pas qui peut être malade, porteur sain, et donc potentiellement contagieux. On ne le sait pas. Et donc, il faut se protéger. Et c'est de cette manière qu'on pourra aussi protéger les nôtres, parce que beaucoup d'entre nous sortent pour travailler. Donc, ils sortent, ils vont au contact de l'extérieur avant de revenir à la maison. Donc, voilà, c'est chacun d'entre nous qui doit participer à cette lutte. Justement, pour les lieux de culte, la fermeture jusqu'à quand? On a envie d'être dans les chapelles, regarder nos pasteurs, nos prêtres, et prier Dieu. C'est comme si dans
églises, dans les chapelles, c'est encore beaucoup plus direct avec Dieu. Hein. Fermer Tout, jusqu'à tout, quand? tout est une affaire de perception. Oui, mais bon, Et donc, quand même. c'est de la patience. Il faut continuer à être patient. On a vu dans d'autres pays, on a mis quand même des mesures barrières. Peut-être dans un banc où il y a 10 personnes de ne pas le passer, maintenant c'est 5 ou bien 6 personnes. Tout à fait, tout comme on a vu dans d'autres pays aussi où les responsables des lieux de culte, malgré les restrictions levées, ont refusé d'ouvrir parce qu'ils ne se sentaient pas prêts à assumer, à gérer cette nouvelle organisation dans les lieux de culte. Donc, c'est d'être patient, ce n'est pas quelque chose qui est appelé à être éternel, c'est une situation imprévue. Personne n'a imaginé que 2020 se déroulerait comme ça. Donc, ce n'est pas la faute de quelqu'un en particulier. On donc, ne peut plus faire la bataille sans la main de Dieu. Hein, voilà. Et heureusement que Dieu est partout, et donc, y compris dans nos maisons, dans nos cœurs. Et donc, si nous ne le retrouvons pas à un endroit précis, ben, nous pouvons le trouver là où nous sommes, partout où nous allons. Il y a cette possibilité-là aussi. Donc, essayons de rester ouverts d'esprit par rapport au fait que Dieu est partout et que nous pouvons le trouver si nous le cherchons d'abord en nous-mêmes. Donc la réouverture des lieux de culte, c'est pas pour maintenant, il faut qu'on espère encore un peu. Il faut espérer un peu, il faut être un peu patient. Ouais. Alors, on sait que la situation dans les autres pays limitrophes n'est pas aussi rose avec les efforts du Togo. Ne risque-t-il pas d'être peut-être noyé par l'évolution de la pandémie dans ces autres pays-là? Au Ghana, c'est pas vraiment ça. Le Burkina, bon, le Bénin, ça va plus ou moins. Alors, je n'ose pas trop me prononcer sur les autres pays. Nous n'avons pas les mêmes populations, nous n'avons pas les mêmes environnements. Et je pense que tous les gouvernements se battent pour aider leur population à s'en sortir. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut regarder. Mais comme je le disais, quel que soit ce qui se passe dans les pays autour de nous, la balle est dans notre camp. La balle est dans le camp de chacun des Togolais de mettre en application les mesures barrières telles qu'elles ont été édictées. Et donc, ce n'est qu'à ce prix-là que, quel que soit ce qui se passe dans les pays autour de nous, ce n'est qu'à ce prix-là que nous, notre environnement au quotidien, notre microcosme familial, notre environnement de travail, il n'y a que de cette manière-là qu'on pourra le préserver. Ce n'est pas la situation des pays autour de nous qui conditionne nos attitudes au quotidien. C'est nous-mêmes, c'est notre décision de nous protéger en sachant que la santé de notre famille en dépend aussi et donc que chacun a sa part à apporter dans cette lutte. Voilà. Mais quoi qu'on dira, il y a toujours des voies détournées hein, pour être dans le Togo ou bien sortir du Togo, d'être dans d'autres pays. Hein. Qu'il y ait des voies détournées ou pas, c'est comme je le dis, c'est une responsabilité d'abord individuelle. C'est est-ce que, ok, j'ai besoin de sortir du Togo parce qu'il n'y a que comme ça que j'arrive à joindre les deux bouts. Quelle disposition je prends pour aller revenir sans m'exposer et revenir exposer les miens? Parce qu'on se bat pour pouvoir prendre soin de soi-même et prendre soin des siens. Ben, il ne s'agit pas de ramener la maladie aux siens à la maison. Donc, il y a une responsabilité individuelle que chacun doit assumer en utilisant les voies détournées ou pas. C'est quelles précautions je prends pour ne pas m'exposer et donc exposer les miens une fois que je rentre chez moi. Parfait. On a vu hein, dans l'allègement, bien sûr, de certaines mesures pour pouvoir circuler ça et là, on a imposé le port systématique des masques. Il est bien vrai qu'on a des masques en tissu, fait mais ça et là. Est-ce que vous avez là, est-ce que vous avez ça en suffisance au niveau de Kameg? Alors, les masques tels que nous les appelons les masques chirurgicaux ne suffiront jamais. Si vous suivez l'actualité au début de la maladie, la Chine, qui est le premier producteur de masques, a dû même en importer. A pris à importer ces masques-là des autres pays pour pouvoir faire face à la lutte contre la maladie. Et progressivement, quand ils ont pu stabiliser la lutte contre la maladie, les réexportations de masques ont commencé. Donc, ces masques chirurgicaux ne suffiront jamais
par rapport aux besoins qu'il y a. C'est pour ça que il est beaucoup plus recommandé de les réserver pour le personnel, l'usage du personnel médical. Il y a d'autres types de masques beaucoup plus filtrants, beaucoup plus protecteurs que ceux-ci qu'on demande de réserver au personnel médical. Et donc, c'est d'où l'esprit de la chose de dire on peut fabriquer des masques en tissu, c'est plus accessible, c'est plus facilement entretenable. Ce ne sont pas des masques jetables tels que ceux-ci. Et c'est des masques qu'on peut laver et donc réutiliser. Et donc, c'est l'occasion aussi de féliciter nos artisans. Ils se sont mis à la tâche, on l'a vu, pour essayer de rendre disponible suffisamment de masques en tissu. Et c'est un effort qui est très louable que les uns et les autres puissent participer ainsi à la lutte. Même si je n'ai pas envie de porter des masques en paille, est-ce que ce que vous avez là, je peux facilement retrouver ça dans les pharmacies? Oui, il y en a dans les pharmacies. Pas des coûts trop... Non, de ce que je sais, en tout cas par rapport à ces masques-là, les prix sont homologués par rapport à leur distribution et donc la période de spéculation qu'on a connue est passée. On peut dire ça comme ça. Parfait. Voilà. Merci. Nous allons cette fois-ci jeter un coup d'œil sur la situation que présente le Togo à la date bien sûr de 17 juin 2020. La situation au Togo, à la date bien sûr de 17 juin, se présente comme suit. Nous avons 178 cas actifs avec 353 cas guéris, 13 décès, 544 cas confirmés au total avec 26 444 nombre total des tests effectués sur toute l'étendue du territoire. Un petit détail, 7 des 424 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 544. Ces 7 personnes dont les âges sont compris entre 18 et 52 ans se repartissent comme suit. 6 personnes, 6 cas parmi les contacts. Un homme à Kougnou dans le district d'Akebou, 2 femmes et 2 hommes à Tandjouari, une femme à Mango dans le district d'Oti, un cas parmi les voyageurs, un homme à Tandjouari. 9 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 353 le nombre total de patients guéris de Covid-19 au Togo. Voilà un peu le tableau que présente le Togo, la situation au Togo à la date bien sûr de 17 juin. Et ce qui intéresse beaucoup plus dans ce chemin-là, c'est la colonne bien sûr des guéris, 353 personnes contre 178 cas actifs. Oui, c'est comme nous le disions, nous remarquons une régression du nombre de cas, même si c'est en dents de scie, puisque chaque jour, on a des nouveaux cas actifs. Nous avons également des cas guéris qui sont enregistrés. On espère que cette régression va continuer et que de par cette collaboration qu'on peut observer dans le respect des mesures barrières, dans le signalement des voyageurs, dans le signalement des cas suspects, que la surveillance permettra vraiment de réduire, de minimiser la propagation du virus. Voilà. Merci bien. On va prendre quelques questions pour poursuivre cette émission de ce jour. Et la toute première question nous dit ce qui suit. Bonsoir, le plateau. Peut-on dire que la chaleur est un facteur limitant à la propagation du virus à Corona? Parce que beaucoup de personnes au nord du pays le clament haut et fort et profitent pour se foutre des mesures barrières. Alphonse de Pébonga, nous sommes dans l'outil 2. Alors, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas des études qui montrent la sensibilité du virus à la chaleur ambiante, il faut le noter. D'une manière générale, les virus sont sensibles à la chaleur, mais c'est à une chaleur induite élevée,
dans laquelle l'être humain en temps normal ne pourrait pas survivre. Donc, à température tropicale 30 degrés, nous ne disposons pas d'expériences qui ont été faites qui permettent de mesurer la durée de vie du virus dans notre environnement tropical. Les données qui sont disponibles sont des données de tests qui ont été réalisés en zone tempérée, donc dans des pays où il fait entre 20 et 21, entre 20 et 23 degrés. Ce sont dans ces pays-là que les tests ont été faits pour connaître la durée de vie du virus à l'air libre. Dans nos pays, ces tests ne sont pas encore disponibles pour qu'on sache qu'à température ambiante entre 28 et 32 degrés, en zone de chaleur humide comme quand nous prenons Lomé, combien de temps le virus peut survivre dans une gouttelette émise par quelqu'un et qui serait dans l'air. Ça, on ne le sait pas. Donc, il vaut mieux s'en tenir au respect des mesures barrières. Voilà. Nous allons prendre la seconde question dans cette émission de ce jour. Merci pour vos efforts dans la lutte contre le Covid-19. Les Anglais ont essayé l'immunité collective, mais ils l'ont abandonnée à cause de la vieillesse de leur population. La population africaine dont le Togo est jeune, c'est possible de tester l'immunité collective au Togo pour en finir. Étienne a posé la question. Alors, je ne suis pas une spécialiste de cette approche, mais ce que je sais de l'immunité collective, c'est le principe, c'est de laisser la maladie se répandre dans la population pour que la population développe des anticorps de manière naturelle et que le plus grand nombre développant les anticorps puisse donc se défendre contre la maladie. Oui. Alors, je ne sais pas trop sur quelle base certains pays l'ont testé ou pas, et si nous pouvons le faire ici. Je ne suis pas spécialiste de cette question. Mais ce que je peux dire, c'est que de manière naturelle, le déconfinement que nous connaissons, par exemple au Togo, le bouclage des villes qui sont levées, qui permettent qu'à nouveau des personnes circulent entre les préfectures, entre les régions, est une manière de mettre en place l'immunité collective. Parce que le virus va circuler, des gens qui sont déjà guéris, déjà sont des gens qui sont porteurs d'anticorps. Et donc, c'est une manière que progressivement, la population apprenne à vivre avec le virus et apprenne que les corps apprennent à produire de quoi se défendre contre ce virus parce qu'on y est fréquemment en contact et les corps se défendent. Je rappelle que il est décrit dans la littérature que quand on prend 100 personnes qui ont été contaminées au coronavirus, il y a 80 personnes qui guérissent de manière spontanée, sans traitement, qui vont faire des symptômes légers, qui ne vont même pas relier à la maladie à coronavirus, et donc qui vont donc être prémunis à travers ce contact-là, cet épisode qu'ils ont fait sans le savoir, vont être capables de lutter contre la maladie par la production d'anticorps. Donc, c'est une manière, le fait de reprendre les classes et autres, de développer l'immunité dans la population avec toutes ces personnes, les quelques personnes qui sont déjà guéries, les quelques personnes qui probablement ont fait la maladie mais n'ont pas été dépistées parce qu'elles ne se sont pas présentées, elles ne se savaient pas malades et tout ça. Donc, c'est une manière que progressivement, l'immunité dans la population grandisse. Voilà. Parfait. La suite des questions-réponses à part les mesures barrières comme port des masques, lavage régulier des mains à l'eau et au savon, au gel hydroalcoolique, n'y a-t-il pas d'autres mesures qui peuvent nous aider à être plus solides contre le Covid-19? Si oui, lesquelles? Oui, je dirais oui. La principale mesure, c'est de respecter les 3 mesures que vous venez de citer. Il faut absolument les respecter, les mettre en application, ne pas se fatiguer de les mettre en application. Il n'y a pas d'autre secret ailleurs. Maintenant, bien sûr, il est recommandé en termes de prévention de mieux s'alimenter. Bon, ça, c'est des mesures, quelle que soit la maladie. Un corps bien portant se défend mieux contre toute agression d'un agent extérieur. Donc,
c'est de prendre davantage soin de soi, c'est de faire du sport, éviter trop de sédentarité, toutes ces mesures d'hygiène de vie qui permettent à un corps d'être sain et d'être résistant face aux agressions extérieures. Mais réellement, la première mesure dans la lutte contre la maladie à coronavirus, c'est le respect des mesures barrières que le téléspectateur a citées. Voilà. Donc c'est ça qui a sauvé, hein, dans d'autres pays et continue pas à Tout sauver. à fait, Jusqu'ici. tout à fait. C'est ça qui a sauvé. Quand Mais vous jusqu'à prenez quand on va attendre ce vaccin-là? un vaccin, ce n'est pas moins de 18 mois. Donc, il y a plusieurs équipes qui se sont déjà lancées dans la recherche de vaccins. Donc, en attendant qu'on puisse avoir la bonne nouvelle d'un vaccin disponible, c'est vraiment de faire avec les moyens que nous avons. Et donc, c'est un effort personnel permanent. Parfait. Une nouvelle question pour évoluer. Bonsoir, Néo Télé. Ma question est celle-ci. Ici au marché de Ketao, malgré la sensibilisation, nos commerçantes ne se protègent pas au sein du marché. Ainsi qu'à Kara, que faire avec ces femmes? Il n'y a pas que des femmes dans le marché, il y a aussi des hommes. La nuit, c'est le pire. Comment faire? Aidez-nous. Ah oui, ça, depuis Kara. Ketao, c'est quand même un grand marché. Hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est dans la Bina, ça. Oui. C'est dans la Bina. Ouais. Ketao, c'est dans la Bina et c'est un grand carrefour commercial. Oui. Et c'est avec le temps. Soyons patients, c'est de continuer la sensibilisation. On n'a pas le choix. C'est de continuer à parler, c'est de continuer à sensibiliser sur le respect des mesures barrières. Il faut rappeler que le port de masque, le lavage des mains systématique régulièrement, ce n'est pas dans nos habitudes culturelles. Donc, ça va prendre du temps pour que tout cela s'installe et que les uns les autres prennent les précautions. Mais c'est de continuer ce travail que vous, les médias, vous faites de manière formidable. C'est de continuer à parler de la maladie, à sensibiliser sur le respect des mesures barrières. On a vu avec l'allègement de certaines mesures, les marchés, que ce soit à Lomé, à l'intérieur du pays, qui ont repris avec les heures normales. Hein. Tout à fait. Il vous est arrivé quand même d'aller dans certains marchés dans la capitale ici, à Daoulato, à Gouassié, à Didé-Gommé, le grand marché de Réglaoué. Quel est le constat que vous avez fait? Alors, la maladie à coronavirus semble être d'une autre planète par rapport aux gens dans le marché qui ont des préoccupations, disons, beaucoup plus pressantes qu'une maladie qu'ils ne voient pas. C'est le constat, en fait. C'est une question de perception. Bon, les gens ont les masques, il y en a qui les portent, il y en a, c'est quand ils voient les agents de sécurité ou autres qui les mettent précipitamment parce qu'il y a une amende qui est collée à celui, en tout cas au commerçant qui ne porte pas son masque. À Gouassié, ils ont eu une très bonne idée, c'est de responsabiliser les commerçantes. Une commerçante qui a son masque et qui sert à un client qui n'a pas de masque, c'est la commerçante qui est taxée. Donc la commerçante sert de relais de sensibilisation au client pour l'obliger à porter son masque avant qu'il y ait une transaction commerciale entre eux deux. Donc c'est vraiment des astuces, c'est un engagement personnel et aussi collectif pour que au niveau des marchés, qu'on essaie autant que faire se peut de mettre en application les mesures. Au niveau d'Adaulato, le grand marché, la Sigamé, c'est pas mon coin préféré. Donc, c'est pas mon coin préféré. Donc, mais j'imagine que les réalités sont les mêmes. Les réalités sont les mêmes. C'est à partir du moment où c'est pas une maladie qu'on voit, qu'on peut toucher, dont on voit les ravages immédiatement, de manière spectaculaire. Bon. Les gens ont des préoccupations quotidiennes beaucoup plus pressantes, beaucoup plus urgentes, telles que trouver le pain quotidien, pouvoir nourrir les siens, au détriment de de toutes les contraintes générées par les mesures barrières. Ça se comprend, mais c'est pour ça qu'il faut également continuer à sensibiliser. Voilà. Les cordons sanitaires étant levés pour le moment, peut-être qu'on ne sait jamais. Il y a les circulations internes. Régional, hein, Lomé, Balimé, peut-être Lomé à Nero, Lomé Kara. Est-ce que vous êtes sûre et certaine que les chauffeurs, les conducteurs vont respecter ces mesures-là comme ça se doit? Peut-être on met les nombres
plus que ce que l'État recommande. Et à l'approche des barrières policières, peut-être quelque part, on descend des gens pour prendre des médias et aller... Bon, c'est humain. Non seulement c'est humain, mais j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il fut un temps ici, à Lomé, personne pratiquement ne respectait les feux rouges. Et puis, il y a eu cette campagne de respect du code de la route avec le port de casque, etc. Il a fallu positionner des agents de contrôle, sensibiliser pour amener progressivement à ce que, à nouveau, les gens respectent le code autant que faire se peut. Donc, l'être humain, comme ça, on donne des directives où on crée des restrictions. Si derrière, il n'y a pas de contrôle, le relâchement est automatique. Donc, que ce soit dans les transports en commun et autres, la force anti-Covid-19 n'est pas dissoute. Au contraire, elle est toujours là. Et donc, je pense qu'elle fera sa part pour continuer à amener les gens à respecter les consignes qui sont données pour éviter la propagation de la maladie. Je tiens à le rappeler, toutes ces restrictions ne sont pas prises de gaieté de cœur par le gouvernement. Le gouvernement a d'autres enjeux de développement qui sont aujourd'hui entravés par la survenue de cette pandémie. Donc, ce n'est pas du tout de gaieté de cœur qu'on demande aux uns et aux autres d'éviter de se serrer, d'éviter de se retrouver attroupés, etc. Ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur, il faut le comprendre. Et donc, chacun doit apporter sa pierre dans la lutte. On est pratiquement à la fin de cette émission de ce jour. Si vous êtes demandé de placer un mot avant qu'on ne se sépare, peut-être quel serait ce mot sur les mesures barrières toujours? Respectons les mesures barrières. Nous ne sommes pas la maladie, l'épidémie n'est pas finie au Togo. Elle n'est pas du tout finie dans aucun pays. L'épidémie n'est finie. Donc, respectons les mesures barrières. Rappelons-nous que nous sommes encore dans une phase de découverte de la maladie. La seule manière de l'éviter au maximum, c'est de respecter les mesures barrières parce que cette maladie, elle est transmise par l'être humain qui est malade, qui est contaminé. Donc, étant donné les interactions sociales que nous avons dans notre pays, on n'a pas d'autre recours que de mettre en application ces mesures barrières que sont le port du masque, le lavage systématique et régulier des mains à l'eau et au savon ou bien l'usage du gel hydroalcoolique. Les mesures de distanciation sociale, donc 1 mètre de distance entre nous quand on se retrouve dans un groupe et éternuer dans le coude, éviter en tout cas de projeter en toussant ou en éternuant sur les autres. C'est vraiment important. Et quand on a des symptômes tels qu'on a évoqués au début, appelons le 111, la prise en charge est garantie. Voilà. J'espère que toutes ces mesures-là sont respectées au niveau de CAMEG. Hein? Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez faire un tour, c'est mis en application. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission de ce jour. Docteur Mamesile Assi, vous êtes bien sûr la directrice générale de CAMEG. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette émission. Très bonne suite de nos programmes. Derrière nous, c'est l'info.